Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'usage de l'IA dans le milieu académique, ainsi que de ses répercussions sur l'apprentissage des étudiants en 2025. Je suis Eva et aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Pierre Klein, professeur et doyen de la faculté de droit de l'ULB, et de Nicolas Hendrix, consultant indépendant. Bonjour Monsieur Klein, bonjour Nicolas. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'appelle donc Nicolas Hendrix, je suis consultant indépendant, surtout des affaires liées à la politique. J'ai notamment travaillé avec des ASBL, en fait, voilà, pour tout ce qui est question de réglementation. Et sur le côté, en fait, je poursuis en parallèle un projet à la fois académique et entrepreneurial, notamment lié à l'intelligence artificielle. Pierre Klein, je suis professeur de droit international à l'ULB et depuis un an doyen de la faculté de droit et de criminologie. Alors merci. Quelles sont les principales différences dans la manière dont les étudiants s'informent et apprennent par rapport à l'IA il y a 10 ans ? En tant que jeune diplômé, je constate qu'en fait, voilà, en peu de temps, beaucoup d'étudiants font appel à l'intelligence artificielle, mais je constate que c'est plus parfois par rapidité que par négligence, et autant certains parviennent à très très bien maîtriser l'outil, et ça nous permet notamment un gain de temps énorme, mais il faut, je pense, aussi éviter de tomber dans le piège, de prendre l'information pour connaissance et d'oublier de vérifier ses sources, en fait. Oui, effectivement, c'est certainement un point sur lequel on aura l'occasion de revenir parce que l'IA est pleine de potentiel, elle est pleine de pièges aussi et c'est un défi vraiment qui se présente maintenant aux utilisateurs, aux étudiants au premier chef, mais pas seulement, c'est tout aussi vrai pour les chercheurs ou pour toute personne qui fait des recherches avec des outils d'intelligence artificielle. En fait, moi, je pense que ça peut être un outil merveilleux. Je pense que c'est même pour moi une nouvelle révolution technologique. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'énormément de gens parviennent à lancer des entreprises, notamment avec l'aide d'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a aussi un risque que beaucoup de métiers qui sont notamment liés à tout ce qui est la réflexion, l'intelligence. Il y a peut-être un risque que ce type de métier soit supplanté, mais je pense que l'IA doit rester un outil et peut vraiment être un très très bon atout pour beaucoup de jeunes créatifs, mais il faut toujours apprendre à maîtriser l'outil avec vigilance. Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants d'aujourd'hui prennent encore le temps de vérifier leurs sources ou alors la rapidité prime sur la fiabilité ? Très généralement, quand même, les étudiantes et les étudiants continuent à vérifier les sources. Quand dans les instructions que l'on peut donner pour certains cours, certaines épreuves, des travaux écrits par exemple à réaliser, les professeurs vont toujours insister sur la nécessité d'être extrêmement attentifs et scrupuleux en ce qui concerne la vérification des sources. Et c'est d'autant plus important que l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, parce que je pense qu'il y en a toute une série de déclinaisons selon évidemment les fournisseurs, ont tendance à inventer beaucoup de choses et donc c'est effectivement un très gros problème si on n'est pas attentif à la vérification des sources. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je rejoins tout à fait ce que vous dites parce qu'on remarque souvent en discutant avec une intelligence artificielle qu'il peut vous inventer des infos, donc on a souvent un discours qui est assez hallucinatoire. Donc pour ceux qui l'utilisent, il faut souvent la rappeler entre guillemets à l'ordre ou justement demander qu'elle cite elle-même ses sources. Mais je pense que les étudiants, notamment dans les cadres de haute école ou université, sont quand même assez consciencieux et prennent le temps de vérifier les sources. Voilà, je pense qu'on a quand même des cours de méthodo pour tout ça. Espérons juste que cet apprentissage ne se perde pas avec le temps, parce que en peu de temps, on a quand même vu que l'intelligence artificielle produit de meilleurs résultats qu'auparavant. Au tout début, les premières versions de ChatGPT étaient très très lacunaires, voire beaucoup d'informations étaient souvent et proprement inventées, alors qu'aujourd'hui, avec les nouveaux modèles, on arrive quand même à avoir des textes qui sont beaucoup plus travaillés, dont la détection notamment est peut-être un peu plus compliquée, à voir s'il s'agit d'une réflexion humaine ou artificielle. Et récemment, j'avais vu un article qui montrait que les dernières versions de ChatGPT et d'intelligence artificielle similaires pouvaient parfois produire des documents de recherche si vous avez les bons prompts et les bonnes techniques proches d'un travail académique ou de recherche universitaire. Donc, en parlant des sources, comment est-ce que des outils tels que ChatGPT transforment-ils la manière d'apprendre et d'étudier ? Je pense qu'ils le font de différentes manières. Et je pense qu'effectivement, les étudiantes et les étudiants sont en train de développer des techniques, des usages qui peuvent être assez différents. Ils peuvent les utiliser, par exemple, pour obtenir des résumés de texte. Ils vont rentrer un texte qui va être plus ou moins costaud à digérer et puis lui demander à l'intelligence artificielle d'en retirer la substantifique moelle, si on veut, en vraiment présentant les éléments essentiels. Ils vont pouvoir éventuellement l'utiliser aussi pour produire des exercices
en vue d'assimiler des matières, et donc en demandant par exemple à l'intelligence artificielle de préparer des cas pratiques qui vont être en lien avec la matière concernée. Moi, je parle essentiellement pour les utilisations que j'en constate pour ce qui est des étudiants et des étudiantes de droit. Il y a certainement des utilisations qui sont très différentes dans d'autres domaines des études supérieures, entre autres en sciences, où les choses se passent sans doute différemment. Là, c'est l'expérience à laquelle on assiste en ce qui concerne les usages, disons, dans une faculté comme celle de droit ou sans doute plus largement les facultés de sciences humaines. Il y a évidemment aussi, pour ce qui est le volet plus production, on y faisait référence tout à l'heure, l'appui qui peut être donné par l'intelligence artificielle en ce qui concerne la rédaction avec éventuellement des reformulations qu'on va demander à l'intelligence artificielle de produire, des corrections éventuelles. Ça va être assez précieux pour des étudiantes et des étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, pour leurs études à l'ULB par exemple, mais aussi pour des étudiants francophones lorsqu'il s'agit de produire des travaux dans une autre langue comme l'anglais, où effectivement l'aide de l'intelligence artificielle dans la reformulation va être assez significative et assez précieuse aussi. Je pense qu'effectivement, ça permet d'avoir aussi un accès beaucoup plus universel à certaines sources qui, comme vous le soulignez, n'étaient pas spécialement accessibles. Voilà, par exemple, si prenons le cas d'étudiants en droit qui sont amenés à travailler sur un cas, par exemple, de la justice brésilienne ou d'un autre cas, donc, dont le portugais n'est pas leur langue maternelle, ça leur permettra directement d'avoir accès à des sources finalement de première main. Mais je pense que là où les étudiants doivent être vigilants, c'est finalement ne pas utiliser simplement l'IA comme un substitut, mais plutôt comme un appui pédagogique ou intellectuel. Et je pense qu'il est aussi par exemple, du ressort des universités qu'on devrait presque avoir une formation pédagogique peut-être supplémentaire pour savoir comment utiliser l'intelligence artificielle et comment finalement travailler avec, parce qu'aujourd'hui il faut être réaliste, on ne pourra plus demander à n'importe qui, aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs, de se passer de ChatGPT ou tout autre support pour le travail. Je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment une question de balise, effectivement, de dire ce qui est acceptable ou pas, ce qui est permis ou bien pas. La politique, à cet égard-là, l'ULB, par exemple, c'est effectivement la possibilité qui est laissée aux professeurs de laisser les étudiantes et les étudiants utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour la production de travaux, mais uniquement dans le cadre des paramètres qui sont donnés par l'enseignant. Et donc, l'enseignant va dire, moi, je l'utilise ou je vous permets de l'utiliser uniquement, comme je viens de l'évoquer, par exemple, à des fins de reformulation, où je vous permets de l'utiliser à des fins de recherche, moyennant vérification systématique de vos références. Et de même, évidemment, pour l'enseignant, ça peut être un outil qui est assez précieux, mais qui doit être aussi encadré. C'est clair qu'on a vu, on a entendu parler au cours des derniers mois d'un certain nombre de manifestations d'insatisfaction d'étudiants, par exemple, dans des universités américaines, en se rendant compte que leurs professeurs leur livraient des cours qui étaient essentiellement le produit du travail de l'intelligence artificielle, et en disant, vous connaissez les tarifs des inscriptions dans les universités américaines, on ne paye pas 30, 40, 50 000 $ par année pour se faire enseigner par une intelligence artificielle. On attend autre chose des enseignants. Donc la question des balises, elle se pose dans tous les registres, que ce soit pour l'utilisation par les enseignants eux-mêmes ou par les étudiants. Concernant les formations, ça nous y reviendrons plus tard, mais par rapport aux outils d'intelligence artificielle, faut-il y voir une menace ou, à contrario, une opportunité ? Je crois que c'est les deux, effectivement. Je pense que par rapport aux métiers qui pourraient être mis en péril par l'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut penser à effectivement toute une série de métiers qui sont essentiellement de nature intellectuelle, des métiers comme ceux de traducteurs, comme ceux d'interprètes, comme ceux de rédacteurs, comme ceux même de journalistes à certains égards, et la liste peut encore s'allonger de façon assez considérable. Donc là, il y a des défis immenses qui se présentent par rapport à ce que ça signifie, ce développement de l'utilisation et du recours aux IA dans les contextes professionnels comme ceux-là. Est-ce que ça va assécher en quelque sorte le marché de l'emploi dans ces domaines-là? C'est une question qui est très ouverte. Évidemment, du côté des opportunités, c'est sûr qu'on les a évoquées. Il y a un potentiel considérable de pouvoir mobiliser des connaissances à une échelle et à des degrés beaucoup plus significatifs que ça pouvait être le cas auparavant, entre autres parce que l'intelligence va nous permettre d'aller chercher toute une série de choses qu'il nous aurait pris beaucoup plus de temps de rechercher auparavant, va nous permettre de les assimiler, va permettre, comme Nicolas le disait tout à l'heure, d'obtenir des traductions de sources qui sont dans d'autres langues, etc. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, les potentialités sont considérables. Effectivement, ça a double face, parce que
D'un côté, les personnes qui la maîtriseront auront un avantage certain sur, on va dire, d'autres personnes, mais d'un côté, on est sur une génération, on est de plus en plus diplômés, et en fait, on risque de se retrouver via un schisme avec des personnes qui se retrouvent surdiplômées sur le marché de l'emploi et qui ne parviendront tout simplement plus, ou alors des emplois qui ne correspondent pas directement à leur formation. J'étais tombé récemment sur un article qui expliquait qu'aujourd'hui, les recruteurs vont justement privilégier les candidats qui ont une maîtrise de l'IA d'une manière ou d'une autre, et vous voyez déjà le cas aux États-Unis où vous avez par exemple des jeunes qui sont embauchés par des grosses boîtes, des GAFAM comme Google, Facebook, avec des salaires qui atteignent plusieurs centaines de milliers de dollars, tout simplement là parce que ces jeunes n'ont pas spécialement suivi un cursus académique ou fait de grandes universités, mais simplement ces jeunes savent prouver qu'ils ont une maîtrise plus avancée que la moyenne des outils, et en fait passent parfois au-dessus de candidats qui justement ont investi des centaines de milliers de dollars dans des universités ou autres pour des formations, et parfois se font tout simplement devancer par d'autres personnes. Donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment un bouleversement au niveau du marché de l'emploi, mais je pense que ça peut aussi être une opportunité pour peut-être toutes les filières qui sont à la fois plus manuelles, pour retrouver peut-être finalement, ces filières qui sont souvent en pénurie, où là, justement, l'intelligence artificielle ne sait rien faire parce que vous avez une fuite ou un problème d'électricité, vous devez appeler un plombier, un électricien, et là, je pense que l'IA, pour l'instant, ne sera pas le faire à votre place. En parlant des étudiants universitaires, Monsieur Klein, est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas d'étudiants ayant utilisé l'IA de manière inappropriée, voire est-ce que certains ont été accusés de plagiat? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces situations-là? Alors malheureusement, c'est le cas effectivement, et c'est le cas à chaque session d'examen. Essentiellement, pour ce qui nous concerne, dans le cadre des travaux de fin d'études, les mémoires en particulier qui sont produits par les étudiantes et les étudiants en fin de cycle, que ce soit dans le cadre de mon expérience personnelle, en droit ou en criminologie, on a observé des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Essentiellement, effectivement, des usages de l'IA qui vont au-delà des réécritures que j'évoquais tout à l'heure, des améliorations qui sont de nature purement formelle. Alors on va trouver des degrés différents d'usage de l'IA qui ne sont pas autorisés et qui sont problématiques. Un cas qui se présente de façon relativement régulière, c'est effectivement le cas des références qui sont fabriquées par l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on a utilisé le terme d'hallucination, c'est celui qu'on évoque très souvent. Je dois dire que moi, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup parce que je le trouve finalement beaucoup trop indulgent pour l'intelligence artificielle. Pour moi, il s'agit de fabrique de faux. C'est effectivement l'intelligence qui va inventer de toutes pièces des références qui n'existent absolument pas et qui, c'est évidemment ce qui les rend d'autant plus problématiques et dangereuses, qui ont souvent toutes les apparences du vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez retrouver par exemple un nom d'auteur qui est connu et puis vous verrez que le prénom n'est pas celui de l'auteur que vous connaissez bien. Mais si vous ne faites pas attention, vous dites ok, c'est tel auteur de référence dans le domaine sur lequel porte le travail. Ou vous avez un nom de revue qui est un nom de revue connu et vous vous dites ah oui d'accord, c'est dans telle revue juridique bien connue et donc certainement cette source-là elle existe. Parfois vous avez des petites différences là aussi, vous avez un des adjectifs par exemple qui qualifie la revue qui va changer, l'intelligence artificielle va modifier juste cet aspect-là et donc ça a des apparences de vérité, mais si vous cherchez les références elles-mêmes vous les trouverez pas, ce sont de pures inventions, de pure fabrication. Et là où je dis que je trouve que le terme hallucination est finalement malvenu, c'est que les conséquences en sont bien plus graves. Les conséquences pour les étudiants, c'est effectivement des sanctions à la fois académiques et disciplinaires qui sont sévères. Pour vous donner une idée, très généralement, la sanction académique, effectivement, c'est une note de 0 sur 20. La sanction disciplinaire, ces derniers temps, ça a été jusque souvent des annulations de session. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement dramatique pour les étudiants et les étudiantes qui sont concernés. Les conséquences sont extrêmement importantes, mais elles paraissent justifiées par rapport aux problèmes, effectivement, qui sont générés par un usage absolument peu ou mal maîtrisé de l'intelligence artificielle, parce que, effectivement, la conséquence aussi de l'utilisation de ces sources inventées, fabulées par l'intelligence artificielle, c'est qu'on va écrire des choses qui sont fausses aussi dans le mémoire ou prendre ce que l'IA nous en dit sans le vérifier et se retrouver avec des choses qui sont elles aussi de pure fabrication. Et c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement problématique si on s'inscrit dans la perspective de la production scientifique. Ce qui fait la valeur de la production scientifique, c'est évidemment sa correspondance
avec des réalités, que ce soit dans les sciences exactes ou dans les sciences humaines. Mais effectivement, ce que vous écrivez, c'est basé dans les sciences exactes sur des expériences, le résultat des expériences, des observations. Dans les sciences humaines, sur des études de types divers, des analyses de matériaux existants comme des décisions de justice, etc., etc. À partir du moment où on se détache de cette réalité-là, à ce moment-là, tout devient permis. On raconte n'importe quoi. Et surtout, on donne un produit, ou on génère un produit qui a une apparence de rigueur et de solidité scientifique et qui en fait ne repose sur rien. Donc là, on met en péril les fondements même de la science, quel que soit le domaine où ça se présente. Et c'est ça aussi qui explique la rigueur des sanctions qui sont imposées aux étudiants dans ces situations-là. Parce que si on laisse des comportements de ce type-là se reproduire à l'avenir, non plus dans le cadre académique, mais au-delà dans un cadre professionnel, vous pouvez imaginer à quel point les conséquences peuvent être dramatiques. Et donc là, effectivement, c'est une situation qui est extrêmement interpellante, même si les situations que je viens d'évoquer avec vous, ce sont des situations qui sont extrêmement minoritaires, mais malgré tout, elles sont effectivement très, très préoccupantes. Et le plus souvent, avec comme explication assez piètre, mais classique, celle qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mon mémoire comme il fallait, et donc j'ai un peu perdu les pédales, et j'ai recouru à des solutions qui venaient toutes faites m'être présentées par telle ou telle intelligence artificielle, et je l'ai prise comme telle sans du tout la soumettre au crible, de la vérification des sources, du propos, etc., etc. Donc oui, certainement un motif de préoccupation extrêmement important à cet égard-là. En fait, je partage beaucoup de points avec vous, parce que c'est vrai que je pense qu'une utilisation abusive, en fait, rend finalement beaucoup de gens paresseux. Je pense que l'utilisation peut rester une chose utile si l'étudiant va toujours derrière avoir un esprit critique et de vérification, parce qu'en fait, si il l'utilise comme finalement il étudierait un cours simplement de la mémorisation brute, mais pas prendre connaissance de ce qu'il étudie ou ce qu'il lit, effectivement, on risque d'aller vers une espèce de dissolution du savoir et finalement des productions en quantité, mais finalement de piètre qualité. Et de manière plus générale, c'est ce qu'on voit, je pense que c'est comme tout outil qui finalement est mis à disposition du public. Je pense que l'intention derrière des créateurs est tout à fait noble et respectable, mais généralement la majorité des gens vont l'utiliser dans une solution de facilité, voire mercantile. Et quand vous voyez par exemple beaucoup de choses qu'on vous vend aujourd'hui, comme vous l'expliquez, des formations, des choses, la majorité sont écrites via l'intelligence artificielle, et les personnes qui vous vendent ça ne vérifient même pas la pertinence ou la fiabilité de ce que eux-mêmes citent ou vendent. Et finalement, on se retrouve avec des personnes qui prennent ce genre de production à nouveau comme connaissance. Et c'est ça qui a, je pense, là un gros problème, c'est qu'il y a une diffusion massive parfois de désinformation, voire de connaissances non scientifiques. Donc toi qui étais encore étudiant il y a pas très longtemps, comment est-ce que tu perçois le risque de plagiat ? Moi, c'est toujours une chose à laquelle j'ai extrêmement fait attention, parce que j'ai quand même commencé, moi, mes premières études, j'ai commencé en 2016, j'ai terminé en 2024. J'ai eu un parcours assez large, et on avait vraiment vu un schisme entre l'université avant l'intelligence artificielle, où là, c'était vraiment, je pense que si vous vouliez produire un mémoire de qualité, il fallait vraiment se donner les moyens, ça prenait beaucoup de temps, alors qu'aujourd'hui, on voit quand même que les mémoires sont rédigés beaucoup plus facilement, en tout cas de ce que j'avais pu entendre via des échanges. Et je pense que finalement, le plus grand risque pour moi va être les personnes qui rentrent aujourd'hui à l'université et qui ont directement commencé leur cursus directement avec l'appui de l'IA. Je pense que ça va créer, après ce n'est qu'une projection et je me trompe peut-être complètement, mais une nouvelle génération de diplômés qui aura peut-être atteint son diplôme avec plus de facilité, qui aura peut-être pas développé autant l'esprit critique que l'université est censée nous enseigner. Et dans tes recherches personnelles, de quelle manière est-ce que tu l'utilises ? Alors, moi, je l'utilise notamment, surtout plus pour, je dirais, des tâches assez redondantes, comme par exemple réécrire des choses, notamment pour soit des mails, pour des paragraphes. Par contre, tout ce qui touche à la recherche, ça, je garde quand même un aspect encore très académique. Donc, ce qui fait que je peux parfois perdre un peu de temps dans mes recherches, mais je préfère garder cette démarche-là parce que je pense que l'IA peut être vraiment un outil très intéressant pour faciliter peut-être que ce soit la collecte ou la réécriture, mais j'essaie toujours de garder un esprit critique et une maîtrise de l'outil, parce que je pense que justement, c'est ce qui pourra faire la différence plus tard. C'est que le contenu, je pense, le contenu humain, tout ce qui est, tout ce qu'on pourra prouver qui a été vraiment créé par un humain derrière sera beaucoup plus valorisé par le futur, parce qu'aujourd'hui, si pléthore de gens peuvent utiliser l'intelligence artificielle, je pense justement c'est ce petit truc humain en plus, cette valeur ajoutée qui pourra justement permettre une différenciation. Maintenant, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que l'IA change aussi le travail des enseignants et chercheurs ? Oui, effectivement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour ce qui est des enseignants
étudiants, effectivement, qui eux-mêmes vont être confrontés donc à l'utilisation de l'IA par les étudiants. Et comme on le disait plus tôt aussi, le défi à l'heure actuelle, c'est essentiellement de le canaliser, de le permettre dans la mesure où effectivement ça va contribuer à améliorer les possibilités de recherche et de production scientifique ou académique pour les étudiants, tout en étant extrêmement attentif sur les risques aussi que cela entraîne. Donc il y a un travail très important qui doit être fait en matière, et on l'a déjà un petit peu évoqué plus tôt, de formation, d'éducation, de rendre les étudiants conscientes et conscients des potentialités et des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle. Effectivement, moi je pense justement dans le futur, ce qui différenciera un bon chercheur et un bon étudiant d'un excellent chercheur ou d'un excellent étudiant, c'est finalement la différence entre celui qui parviendra à maîtriser l'intelligence artificielle plutôt qu'à celui qui en dépend. Donc, Monsieur Klein, vous parliez de canaliser l'IA. On voit bien que l'un des défis à relever dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir distinguer ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas. Comment développer cet esprit critique chez les jeunes ? Alors, je crois que c'est comme toujours, c'est vraiment l'examen vraiment méthodique et attentif des sources, la vérification, le recoupement, comme on l'évoquait plus tôt. Si vous citez telle ou telle chose, assurez-vous effectivement que ça renvoie à une source qui est exacte, qui existe, que ce soit effectivement pour des décisions de jurisprudence, que ce soit pour des sources doctrinales. Et c'est la raison pour laquelle dans les cours de méthodologie en faculté maintenant, il y a de façon assez systématique un chapitre qui est consacré et des séances qui sont consacrées à l'IA de façon à viser le mieux possible les étudiantes et les étudiants de ces situations. Notamment par tout ce qui est lié aux examens, effectivement, je pense qu'il faudra un peu revoir la manière dont on enseigne et dont on évalue, donc plus aller vers des examens de mémorisation, effectivement, comme je l'évoquais précédemment, mémorisation brute, mais aller vers une autre forme d'examen ou d'apprentissage où justement l'élève devra exactement être amené à plus réfléchir, plus stimuler et plus produire finalement du contenu par ses propres moyens ou apporter une dissertation Donc Nicolas, tout à l'heure tu nous parlais d'éventuelles formations à mettre en place. Donc selon vous, est-ce que les universités devraient mettre en place justement des formations spécifiques à la culture numérique et à l'usage de l'IA ? Oui, et c'est déjà le cas. Dans les universités, effectivement, il y a des formations particulières qui existent. À l'ULB en particulier, on a une cellule qui s'appelle Sequoia, qui est vraiment dédiée à toutes les questions liées à l'intelligence artificielle et qui propose des formations à la fois pour les enseignants, les chercheurs d'un côté et pour les étudiants de l'autre. Et donc, effectivement, en faculté de droit, l'année passée, au mois de mai, enfin l'année passée en termes d'année académique, mais donc au mois de mai de cette année-ci, on a eu une journée de formation et de réflexion à l'IA pour les professeurs et les chercheurs. Et comme je vous le disais, il y a des séances qui sont également destinées aux étudiants, qui sont animées par les responsables de cette cellule et également maintenant par des enseignants et chercheurs de la faculté. Je pense même que l'enseignement et la maîtrise de l'outil devraient se faire déjà avant l'université et même déjà, je pense qu'à l'école, que ce soit primaire ou secondaire, voilà, moi je me rappelle qu'on avait des cours d'informatique à l'époque, je pense que ça pourrait justement être introduit directement dès que les jeunes sont en contact avec la technologie parce que je pense que dès lors, on va sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, je pense qu'ils auront un usage beaucoup plus critique et responsable de la technologie avant d'attendre l'université pour, je pense, avoir des cours de méthodologie parce que prenons le cas d'un étudiant qui a accès à un téléphone et qui utilise ça depuis des années et puis finalement quelques années après vous venez un peu chambouler sa manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Je pense il sera plus réfractaire alors que si on commence l'apprentissage dès le plus jeune âge, il y aura une meilleure culture et une meilleure maîtrise de l'outil. Et est-ce que vous pensez que les critères d'évaluation des travaux universitaires doivent évoluer avec l'arrivée de l'IA ? Je ne suis pas sûr que les critères d'évaluation doivent évoluer, puisque effectivement, les critères, je pense qu'ils sont définis pour apprécier une recherche universitaire de qualité. Et je ne crois pas que ces critères doivent changer selon le moyen qu'on utilise pour produire la recherche universitaire en question. Que les exigences, à mon avis, elles doivent rester les mêmes. Et c'est à ce moment-là une question de savoir comment on peut utiliser l'IA au mieux pour assurer le respect de ces exigences. Mais personnellement, je ne vois pas de raison de les revoir, elles, en tant que telles. Moi, je ne suis pas professeur, donc effectivement, je ne pourrais pas avoir un point de vue aussi détaillé que vous, mais je pense qu'effectivement, c'est pas non plus à l'université de changer tout son système avec l'introduction d'une technologie. Je pense simplement que les étudiants devront être amenés à utiliser l'outil de telle sorte à ce que ça rentre dans les cadres déjà d'évaluation déjà prédéfinis par le corps professoral. Et comment imaginez-vous l'évolution du rôle de l'IA dans l'enseignement supérieur d'ici 10 ans ?
Ça, c'est une vaste question, hein. Je pense qu'il peut y avoir des tas de possibilités de déclinaisons diverses. Il y a effectivement moyen de les mobiliser, des moyens liés à l'intelligence artificielle dans le cadre des enseignements. J'ai des collègues qui le font, par exemple, pour la production de cas fictifs sur lesquels les étudiants vont être appelés à travailler, surtout si ce sont des cas qui vont impliquer des documents, par exemple. On a des collègues qui vont demander à l'IA de produire des faux contrats, des faux textes de loi, des choses de ce genre-là, qui vont après servir de base pour une discussion, une évaluation, tout en permettant de détecter des problèmes qui peuvent s'être glissés dans le texte en question. Donc ça, je crois que ça fait partie des utilisations plus créatives de l'IA à des fins qui, à ce moment-là, sont véritablement pédagogiques, et on peut supposer que c'est un mouvement qui va sans doute se poursuivre et s'amplifier à l'avenir. Moi, je pense que dans les années futures, utiliser à bon escient, ça pourrait être un merveilleux outil pour justement proposer beaucoup plus de formations hybrides, voire élargir vraiment le champ des possibilités, parce qu'on voit quand même qu'il y a parfois une demande de formation en distanciel. On a notamment vu le cas pendant le Covid, où finalement le distanciel était un peu une première. Je pense que s'il y a été introduit dans ce type d'enseignement, je pense qu'on pourra on pourra peut-être élargir le champ des possibilités, mais toujours en veillant à ce que l'IA reste un outil et non pas qu'on ait des formations essentiellement délivrées par IA. Je pense que là, justement, le facteur humain et académique doit vraiment rester prioritaire, et l'IA doit servir d'outil d'appui, mais ne doit en aucun cas supplanter les professeurs. Voilà. Oui, peut-être un dernier point, hein. Je reviens un peu en arrière par rapport à la fois au futur, mais aussi aux nécessités de formation. Je pense que c'est effectivement, et c'est aussi une chose sur laquelle on insiste de notre côté en termes de formation, c'est aussi la conscientisation par rapport aux impacts plus larges de l'IA, en particulier les impacts environnementaux qui sont considérables, hein. L'IA génère ou produit énormément de choses, mais pour le faire, elle va aussi mobiliser des moyens qui sont extrêmement importants, c'est extrêmement énergivore, et donc effectivement c'est quelque chose qui en soi doit être conservé à l'esprit en se disant est-ce que j'ai besoin de recourir à l'IA pour par exemple consulter les horaires du cinéma le mardi soir à Bruxelles, alors que vous pouvez avoir une réponse beaucoup plus simple en recourant à un moteur de recherche normal, et dans toute une série de situations où il y a vraiment des usages irréfléchis de l'IA qui ont des conséquences quand même extrêmement néfastes sur ce point-là aussi, et ça c'est une réflexion qui doit continuer à se poursuivre également. Je pense que c'est le genre de réflexion qui est très très intéressante, mais qui risque justement d'être dure à implémenter aujourd'hui, parce qu'une fois qu'une habitude est acquise, ça va vous demander 10 fois, voire 100 fois plus d'efforts de simplement conscientiser les personnes. Mais c'est vrai que de manière beaucoup plus générale, même l'IA, au-delà de son impact écologique, je pense qu'elle a aussi un impact justement sur les relations humaines, parce que voilà, aujourd'hui vous parlez déjà avec l'avenue d'Internet, des écrans, déjà il y avait un filtre entre nous. Je pense qu'aujourd'hui via l'IA, parfois la discussion est filtrée peut-être 2 fois avant de parvenir à son destinataire. Donc effectivement, je pense qu'il y a des impacts beaucoup plus larges qu'on ne le pense. Et pour conclure, quelles pratiques responsables recommanderiez-vous aux étudiants pour utiliser l'IA sans tomber dans les pièges de la facilité, de la désinformation, voire même du plagiat ? Ceux qu'on a évoqués, ou les pratiques qu'on a évoquées plus tôt et qui viennent encore d'être rappelées par Nicolas à l'instant, hein, effectivement, se dire que c'est un interlocuteur dans une certaine mesure, mais avec les limites qu'on a évoquées, que ce sont des sources qui doivent être vérifiées, filtrées, confirmées, des éléments de ce type-là, et que effectivement, il y a, et ce qu'elle nous dit ou nous apporte doit être prise avec un grain de sel aussi. Moi, il y a quand même un trait qui me marque dans les utilisations dont j'ai été témoins, c'est souvent le caractère finalement très complaisant, si je puis dire, de l'IA, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous affinez vos demandes, l'IA va plutôt aller tendance à aller dans le sens où vous lui demandez d'aller. Et donc là aussi, c'est pas idéal en termes de critique ou d'esprit critique. Vous n'allez pas avoir un recadrage de la part de l'IA qui va vous dire oui mais non là on va pas dans le bon sens. Au contraire, l'IA va être très accommodante. Il va considérer vos requêtes de façon très amicale et finalement sans toujours mettre les limites qui pourraient être nécessaires en disant à un moment donné non effectivement là il y a des questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse et je vais pas forcément essayer d'en trouver une à tout prix au prix de bricolage divers comme ceux qu'on a pu évoquer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Effectivement, parce que la finalité de l'IA reste de répondre par tous les moyens, c'est d'apporter une réponse finalement à son interlocuteur, avec le risque d'avoir finalement une production de discours qui se ressemblent tous, qui sont très très lisses, mais qui finalement manquent souvent de substance. Et là où avant vous parvenez souvent à discerner finalement la patte ou la plume de l'auteur ou de la personne qui rédigeait, aujourd'hui vous êtes face à
beaucoup de discours qui se ressemblent et de production écrite dont on ne parvient plus spécialement à distinguer les différences. Donc si moi j'avais 3 conseils à donner, c'est d'une part, c'est toujours vérifier le contenu et ce que l'IA propose. Deuxièmement, c'est plutôt utiliser l'IA comme un tremplin et non comme une béquille. Et enfin, c'est assumer sa propre voix. On pourra toujours utiliser l'IA pour structurer son discours, vérifier si ce que l'on dit est exact, mais en aucun cas ne demander à l'IA de répondre en fait à la question pour vous, parce que sinon on risque un jour ou l'autre de se faire finalement de déléguer notre intelligence à la machine. Je ne sais pas si vous avez vu le film Idiocratie, mais on pourrait tendre vers ça. Merci beaucoup à tous les deux, ça a été un plaisir de vous recevoir pour ce 2e épisode axé sur l'usage de l'IA dans le milieu académique. À tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast. Salut!